Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on vous présente Pamela Groslot, fière propriétaire de l'entreprise Les Jardins Deschambault. Une entreprise qui est située à Deschambault-Grondines et qui offre une variété impressionnante de légumes et de fruits. Pamela Groslot, Les Jardins Deschambault. Donc, les Jardins Deschambault, il faut remonter à il y a une trentaine d'années, quand mon père et ses frères ont racheté la terre familiale suite au décès de mon grand-père et ils ont décidé d'implanter un verger sur une partie là, de la terre. Donc, depuis une trentaine d'années, on a un verger auquel s'est ajoutée une culture de prunes. Et moi, il y a 3 ans, j'ai décidé de reprendre une partie des champs pour ajouter à ça une culture maraîchère. Et cette année, donc, c'est l'année officielle de démarrage de l'entreprise auquel j'ai englobé et la production de pommes, prunes, le maraîcher et aussi un petit rucher là, au niveau des abeilles. En fait, la terre, c'est une terre de 21 hectares. Donc, on a à peu près 3 hectares qui est en culture, en pommiculture. Et le plan d'ici 2 à 3 ans, c'est de reprendre un champ de 1 hectare là, pour faire une culture qu'on dit en permaculture, donc une agriculture permanente. Et éventuellement, là, à plus long terme, il y aura un deuxième champ de 2 hectares là, qui sera repris, mais pour l'instant, là, c'est un projet plus à long terme. On va reparler un petit peu justement des projets long terme, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on est dans le verger ici. Vous l'avez dit, ça fait quand même pratiquement une trentaine d'années que ça existe, le verger. Et il y a des prunes de l'autre côté. Peut-être nous expliquer ce développement-là, puis quelle sorte on a ici, là? Oui, donc dans le verger, on a dans le fond, on a une récolte qui s'échelonne de la fin août jusqu'à la fin septembre. Actuellement, on est dans la pomme d'été, donc Melba, Polar Red, Sunrise. Va s'ajouter là, dans les prochaines semaines la Lobo, qui est un peu une pomme là, qui est entre deux, et toutes les pommes d'hiver ou de conservation comme la Cartland, la McIntosh, la Honey Crisp. Et on a depuis quelques années, on a une production de prunes, donc c'est de la prune Mont-Royal. On a une trentaine d'arbres, dont une dizaine qui sont en production actuellement. Puis on essaie de bonifier un peu l'offre en ajoutant d'autres variétés de prunes pour éventuellement pouvoir offrir plus de variété puis plus de diversité. Et là, vous me dites aussi que la récolte se fait en famille. Oui, c'est le verger principalement géré par mon père, mais aussi toute la famille là, qui vient nous donner un coup de main, surtout au moment de la récolte. Donc, c'est toujours... la récolte des pommes, c'est toujours un moment qui réunit là, les gens, les amis, la famille. On a l'habitude habituellement de faire une grande récolte, surtout quand on a beaucoup de lobos. Donc, quand la lobo est prête, là, souvent, c'est là qu'on fait une corvée puis que les gens viennent nous aider à récolter. Moi, j'ai pas une formation au niveau agricole, donc j'ai acquis de l'expérience en aidant mon père dans le verger. J'ai eu à aller chercher beaucoup de formations au niveau surtout du maraîcher et du domaine de l'apiculture.
Ce qui a été le plus difficile, je dirais, au niveau du démarrage, c'est beaucoup d'entrer dans toute la paperasse, bâtir le plan d'affaires, le présenter pour aller chercher les subventions au niveau de la financière et de se démêler dans toutes les ressources disponibles. Il y a une belle offre de ressources actuellement au niveau du MAPAC, mais c'est de les connaître et de passer à travers toutes les étapes là, qui demandent de s'asseoir puis de réfléchir, puis de calculer le nombre de superficies, qu'est-ce qu'on veut planter, de quelle ou telle variété de légumes, puis de calculer mais comment ça va me donner, puis arriver à la finale à avoir un plan qui se tient, qui est cohérent. Donc, ça a été la partie, dans mon cas, là, qui a été la plus difficile. Vous me disiez tantôt que chaque culture a sa technicalité. On parle ici, entre autres, pour les pommes, il y en a certaines qui résistent mieux à l'hiver que d'autres. Oui. Il faut tout connaître ces particularités-là. Hein? Oui, puis ça bouge beaucoup d'un secteur à l'autre. La réalité au niveau des pommiers ici ne sera pas la même que si on va dans un verger à Neuville. Des fois, il y a des microclimats qui s'installent. Ici, on a la chance d'avoir le fleuve qui n'est pas très loin, qui nous sauve quand même de quelques gelées. Mais il y a des variétés, comme dans le verger ici, qu'on a plus de difficultés à produire, comme la McIntosh, entre autres, qui résiste mal à nos hivers et aux maladies. Une des pommes qui produit bien, c'est la Lobo. Donc, avec le Lobo, on n'a pas de problème. Mais c'est ce qui est intéressant avec l'ajout des pruniers dans le verger, c'est que les pruniers, souvent, vont tolérer des endroits dans le verger où la pomme ne réussissait pas à passer l'hiver ou à évoluer, à avoir un arbre intéressant, tandis que le prunier, lui, s'installe bien puis produit bien. J'aimerais ça, vous me racontiez l'histoire de vos pruniers, effectivement, c'est bien intéressant. Oui, en fait, ces pruniers, c'est M. Ernest Masson qui nous avait donné des jeunes pousses. C'était un peu le mentor à mon père. Là. Mon père, quand il était jeune, avait travaillé avec lui dans son verger. Et c'est ça, il nous avait envoyé des jeunes pousses qu'on a plantées. Et les arbres sont venus grands, mais on ne venait pas à bout. Ça faisait 5-6 ans, on avait des beaux arbres qu'on entretenait, mais on n'avait pas de fleurs, pas de prunes. Donc, on s'est mis un peu à désespérer et à douter. Et finalement, à la 6e année, on a eu des petites fleurs qui sont apparues, des prunes. Ils sont bisannuels, donc c'est une production aux 2 ans. La première grosse année de production, on a eu une grêle qui malheureusement a endommagé un bon 98 de la récolte. Cette année, ça va être notre première vraie grosse récolte au niveau de la prune. Là. Alors maintenant, on va décrire un petit peu la culture ici. Alors, on est dans le jardin directement. Alors, parlez-nous des... Il n'y a pas de fruits ici, là, c'est vraiment les légumes. Oui. Alors, parlez-nous de tous les légumes que vous avez. Donc, actuellement, on a 2500 mètres carrés en culture qui va être extensionné l'année prochaine là, sur 1 hectare. On cultive pas mal là, de tout ce qu'on peut retrouver dans un jardin traditionnel, là, les légumes racines, carottes, betteraves, oignons, échalotes, les choux, les courgettes, courges d'été, courges d'hiver, les citrouilles. On a aussi quelques cultures un peu moins habituelles. Entre autres, on a de l'edamame, qui est du soya, en fait, qui est cultivé pour la consommation humaine et qui est récolté avant maturité. C'est juste nous expliquer un petit peu l'histoire de pourquoi vous cultivez ces légumes. Donc, l'edamame, c'est ma collègue Mélodie qui connaissait ça là, un peu plus particulièrement et qui m'a amené ça comme idée nouvelle. Donc, on l'a essayé les premières années. On s'est rendu compte qu'il y avait actuellement un marché intéressant à ce niveau-là. On cultive beaucoup de soya pour la consommation animale, mais on le retrouve peu à l'heure actuelle là, pour du soya frais pour la consommation humaine. C'est au niveau, ça se consomme surtout au niveau asiatique, mais ça commence à arriver là, au Québec. On le voit de plus en plus intégré dans des recettes de chefs, comme 3 fois par jour et tout ça.
Ici, on a développé des variétés qui sont vraiment plus pour la consommation de l'edamame, donc, et aussi du soya sec qui va être consommé à ce moment-là plus comme une légumineuse. Donc, c'est pas mal d'edamame, mais vous avez d'autres légumes aussi plus exotiques qu'on ne connaît pas beaucoup? Là? Oui, on teste actuellement la culture d'okra ou de gombo. Qui est un fruit, là, la plante est dans la famille des hibiscus, c'est un fruit qui est fait un peu sur le long. C'est ajouté beaucoup dans les plats africains. Quand on fait la cuisson, ça rend comme une espèce de gélatine qui fait épaissir les sauces. Okay. Donc, ça peut remplacer la fécule de maïs dans des plats. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Et on a aussi la patate douce là, qui est à l'essai sur une plus grande superficie cette année. Oui, vous avez comme fait beaucoup de tentatives cette année pour la patate douce pour justement que la prochaine, ça parte. Oui, là. Oui, j'aimerais ça l'année prochaine, là, avoir un espace un peu plus grand dans la culture de patate douce parce que c'est un légume pour lequel il y a de la demande et qu'on retrouve peu aussi là, sur le marché actuellement d'une patate douce cultivée au Québec. On a un peu de crône. On n'a pas encore trouvé l'équilibre. Le crône a une fragilité au niveau de la mise en marché. Il doit être resté humide, doit être consommé rapidement après la cueillette. Donc, on est encore à exploiter là, comment gérer tout ça. OK. On voit de la paille dans votre jardin. Là, c'est sûr qu'on est au début septembre, donc il y a quelques cultures qui sont terminées. J'imagine que la paille, c'est pour aider justement votre sol à se régénérer? Oui, mais on essaie on travaille sur les principes de permaculture, donc, dans cette optique-là, on essaie de ne jamais laisser le sol à nu pour éviter l'érosion, le lessivage et la compaction. On ajoute soit un engrais vert, soit un paillis sur le sol, qui peut être soit de la paille ou des copeaux de BRF, du bois raméal fragmenté. Et ça nous aide beaucoup au niveau de la gestion des mauvaises herbes, mais ça enrichit aussi le sol là, en matière organique. Actuellement, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du programme Primevère au MAPAC, on met beaucoup l'accent sur essayer de baisser l'utilisation des pesticides ou des biopesticides, parce que c'est pas parce que c'est bio que c'est pas sans danger nécessairement. Donc, ils ont mis en place des mesures pour faciliter l'achat de filets anti-insectes. C'est des filets qui coûtent quand même assez cher à l'achat. Ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'avec la subvention, ça les rend accessibles, puis c'est plus, les gens sont plus portés à faire l'essai. Ici, on a toutes nos cultures de choux sont sous filet là, pour justement limiter l'invasion des insectes. On travaille toujours dans une optique de biodiversité, d'atteindre un certain équilibre. Et dans cette optique-là, on s'est formé en apiculture et on a établi un petit rucher là, qui va être amené à grandir au fil des ans. Actuellement, on a 4 ruches dans le jardin. C'est surtout pour la pollinisation des fruits. C'est ça, d'aller chercher là, un certain équilibre à ce niveau-là. Puis vous faites un petit peu de miel aussi. Oui. C'est sûr qu'il y a une plus-value. Là, on peut offrir, on a 10 abonnés à des paniers cette année, des paniers hebdomadaires. Donc, de pouvoir rajouter le miel dans les produits disponibles, je pense que c'est un plus là, dans l'offre. Alors, on va terminer devant le kiosque. Peut-être juste nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le kiosque, parce qu'il n'est pas là tout le temps. Là. Non, c'est ça. Le kiosque est ici seulement qu'en saison, pour la pomme particulièrement. Éventuellement, quand je vais avoir une plus grosse production de légumes et de petits fruits, là, probablement qu'on le mettra plus tôt. Mais à l'heure actuelle, on met le kiosque ouvert de la fin août aller jusqu'en octobre, autour de l'Action de grâce. Alors, les gens passent, s'arrêtent, puis là, si vous venez justement répondre aux clients à chaque fois, vous êtes dans la maison
Oui, c'est principalement ma mère qui s'occupe de la vente au kiosque. Donc, on est ouvert 7 jours sur 7, de 11h jusqu'à 17h30. Et on a de la pomme, on a de la prune, puis on a souvent quelques légumes là, qui sont disponibles. Donc, depuis 3 ans, on a une présence dans les marchés publics. Je suis au marché public de Limoilou, à Québec, qui a lieu les dimanches, et à celui de Saint-Raymond, qui a lieu les dimanches aussi. Et cette année, on a essayé aussi le marché public de Pont-Rouge. Tantôt, on parlait de votre nombre important de variétés de pommes. Est-ce que justement, les gens ils recherchent une sorte en particulier ou ils aiment ça s'aventurer, on pourrait dire? C'est sûr que les gens vont aller surtout vers des variétés qu'on retrouve en épicerie et qui, malheureusement, ne sont pas nécessairement des variétés qui produisent le mieux ici dans notre climat. La McIntosh est un incontournable. Il y a une très grande demande pour la McIntosh. Malheureusement, c'est une pomme qui est plus difficile là, à cultiver ici. Et moi, personnellement, la McIntosh, quand j'ai goûté aux autres variétés, oui, c'est ça, je ne reviens pas à McIntosh, mais il y a une forte clientèle pour ça. Dans les dernières années, comme on avait une très grande superficie en lobo, on a réussi à développer là, une bonne clientèle là, pour cette pomme-là, à la faire découvrir, à la faire apprécier. Puis c'est sûr que les incontournables, là, c'est entre autres la Cartland, qui est une pomme de conservation qui peut se garder longtemps, qui est sucrée, qui est croquante. Et dans les dernières années, il y a une clientèle là, qui a monté beaucoup pour la Honeycrisp. Donc, dès l'année prochaine, on reprend le champ de 1 hectare. On va en cultiver la moitié en maraîcher. J'ai une agronome qui est en train de me faire un plan de design permaculture à ce niveau-là. D'ici 2 ans, on devrait avoir une culture sur 12 000 mètres carrés au niveau maraîcher. Avec des nouveaux légumes ou... Ça va probablement être des superficies de légumes qui vont être... il va y avoir une place plus prenante pour certains légumes au détriment peut-être de d'autres. On va continuer dans des légumes plus traditionnels, là, carottes et tomates, poivrons, etc. Mais je vais augmenter la superficie au niveau de la patate douce, entre autres. J'aimerais ça tripler au moins là, ma superficie de culture et continuer un peu à développer au niveau des légumineuses aussi. Là. Okay. Et comment vous faites pour déterminer la demande? Je pense que le MAPAC vous aide un petit peu pour essayer de cibler c'est quels légumes qui seraient peut-être intéressants? Bien, c'est sûr que ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des études qui ont été faites au niveau du MAPAC et sur la culture de l'édamame et sur celle de la patate douce au Québec. Donc, c'est des études pour lesquelles j'ai pris connaissance et qui m'aident au niveau du choix des cultivars et au niveau de la mise en marché. Après, c'est beaucoup des essais qu'on fait dans les marchés, dans les différents points de vente. Alors, comme là, actuellement, il y a une demande pour le gingembre cultivé au Québec. Ça fait partie de nos plans futurs, mais c'est une culture qui demande d'être faite là, sous tunnel ou en serre, donc ça va être plus à moyen et long terme là, pour cette... Vous voulez arriver à une serre éventuellement? Oui, on regarde pour une serre sur les principes du Earthship, là, qui est une serre qui est autonome au niveau de l'énergie et du chauffage et qui est fait à base de pneus recyclés. Okay. Donc, on a toute une démarche à faire, on a les plans et tout, mais il faut voir là, si c'est faisable ici là, selon les normes municipales. Donc, il y a 3 grandes orientations qui ont été retenues à l'intérieur du PDZA. La première orientation consiste à diversifier les activités agroalimentaires. Donc, le territoire de la MRC de Portneuf présente déjà une belle diversité agricole et on veut promouvoir davantage cette diversité-là et tirer profit du plein potentiel là, des possibilités qui sont offertes sur le territoire de la MRC.
La deuxième grande orientation qui a été retenue consiste à accroître la notoriété du nom Portneuf par le rayonnement de son secteur agroalimentaire. Donc, il s'agit en fait de promouvoir l'image de marque des produits agricoles de la région de Portneuf et de favoriser le rayonnement de nos entreprises agricoles. La troisième grande orientation qui a été retenue consiste à favoriser le développement de la zone agricole et en assurer la pérennité. Donc, le territoire agricole de la MRC de Portneuf est un territoire relativement étendu et c'est important d'en assurer la protection et de favoriser, exploiter davantage le potentiel de développement que recèle ce territoire-là. Il y a différents objectifs peut-être pour lister brièvement les différentes actions qui ont été retenues dans le cadre de cet exercice-là. Bien, il y a 13 actions qui ont été retenues au total. Les deux premières actions concernent l'objectif lié à la diversification des modèles de production. Première action retenue en lien avec cet objectif-là, bien, ça consiste à doter la MRC d'un incubateur en agroalimentaire. Comment tout ça va se faire? Bien, il faut analyser les différents modèles qui existent là, en matière d'incubateurs agroalimentaires. Deuxième action liée à la diversification des modèles de production, ça consiste à promouvoir les différents modèles de production et marchés traditionnels, en l'occurrence la production biologique et les différentes cultures émergentes sur le territoire. Deuxième objectif concerne la transformation agroalimentaire et agroforestière. Donc, il y a deux actions liées à cet objectif-là. D'abord, c'est d'exploiter le plein potentiel des infrastructures de transformation dans Portneuf. Il n'existe pas beaucoup d'infrastructures de transformation, mais il s'agit de tirer profit du plein potentiel des infrastructures déjà existantes sur le territoire. Deuxième action, c'est lié à cet objectif-là, c'est d'inventorier les utilisateurs potentiels de biomasse et de favoriser le développement de cette filière-là. Donc, la MRC a déjà embauché un ingénieur forestier en début d'année qui travaille déjà sur la réalisation de cette action-là. Autre objectif lié à la promotion et l'importance de l'agriculture, il y a deux actions liées à cet objectif-là. Donc, d'élaborer une stratégie de valorisation des activités et produits agroalimentaires dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de faire la promotion de Portneuf comme destination agro-touristique. Donc, il y a des atouts indéniables qui caractérisent la région de Portneuf, notamment en termes de localisation géographique. Et il s'agit de tirer profit de ces atouts-là, notamment sur notre localisation qui est privilégiée entre les marchés de Québec et de Trois-Rivières. Autre action qui est liée à un objectif lié à l'accessibilité aux terres et à la superficie productive de la zone agricole, bien, une des premières actions qui a été retenue, ça consiste à étudier la caractérisation des terres sous-exploitées, donc d'inventorier les terres agricoles qui sont sous-exploitées et de tirer profit du plein potentiel qui est offert par la zone agricole. Autre action liée à cet objectif-là, c'est de définir conjointement avec les différents intervenants, un cadre régional applicable au morcellement des propriétés agricoles. Autre action liée beaucoup plus au cadre réglementaire applicable sur le territoire, c'est d'élaborer une politique régionale de gestion de l'urbanisation. Ensuite de ça, d'adapter les normes municipales applicables aux nouvelles règles sur le bien-être animal,
d'étudier la fiscalité applicable aux propriétés agricoles et forestières, d'élaborer un cadre régional favorisant l'hébergement des travailleurs agricoles et, dernière action retenue, d'élaborer une stratégie pour soutenir l'établissement de la relève agricole. Donc, ça fait le tour un petit peu des actions qui ont été retenues à l'intérieur du plan de développement de la zone agricole. Il faut retenir que la MRC est responsable de la mise en valeur, de la mise en œuvre, du plan de développement de la zone agricole. La coordination de la mise en œuvre va se faire conjointement par le service d'aménagement du territoire de la MRC et le service de développement économique. La MRC va faire appel aux différentes structures déjà en place sur son territoire pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PDZA. Et il y a un rapport d'activité qui va être produit annuellement pour faire le point sur l'état d'avancement de la réalisation des différentes actions qui ont été identifiées à l'intérieur du plan de développement de la zone agricole. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On vous présentera une autre entreprise membre de Culture de Saveurs, la Ferme du Halin.